Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive, ils nous dévoileront leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois Ninon Donis, cofondatrice et CEO de Timirim, une marque de vêtements pour bébés durable basée au Brésil. La première chose, c'est que il n'y a pas d'aide au Brésil. Donc on n'a pas la possibilité de demander son chômage pour monter une entreprise, on n'a pas la possibilité d'obtenir certains petits crédits à taux zéro pour monter son entreprise, on n'a pas la possibilité, enfin toutes ces aides qui semblent assez insignifiantes et déjà faibles en France sont en fait énormes par rapport aux rien auxquels on a accès là-bas. Ninon nous explique dans cet épisode son parcours, des pays du Sud jusqu'au Brésil, de Timirim bien entendu, mais également de la composante principale de son produit, le coton biologique. C'est un échange passionnant et qui vous fera découvrir en détail les différentes étapes de la chaîne de production d'une entreprise de retail et les bienfaits de la concevoir dorénavant durable. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute, c'est ce qui me permet d'avancer et de convaincre les futurs invités. Bonne écoute. Bonjour Ninon. Bonjour. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui au podcast, de te recevoir. Tu me reçois du coup chez toi vu que tu es de retour en France pendant le confinement au Brésil. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Contente d'être à Paris en ce moment, vu la situation un petit peu compliquée du confinement à Sao Paulo, dans un petit appartement avec un bébé de 8 mois, donc heureuse d'avoir la famille. Je te propose dans un premier temps de te présenter. Oui, donc je vais essayer d'être concise au maximum pour ne perdre personne. Donc pour me présenter, donc j'ai 31 ans, je suis ingénieur agronome, mais en fait je me définis plutôt comme ingénieur environnemental puisque je suis absolument incapable de reconnaître un champ de betterave d'un champ de pommes de terre. Il y a vraiment beaucoup de types de profils dans ingénieur agronome. Et donc moi j'ai toujours voulu être ingénieure au départ pour être ingénieuse. C'était ce qui me plaisait dans l'idée de ce type de formation. J'ai assez vite déchanté dans le monde professionnel sur la vraie ingéniosité demandée au quotidien aux ingénieurs. C'est-à-dire qui est assez faible, je trouve. Il n'y a pas tellement de lien en fait entre les deux profils. Et ça m'a manqué. Et surtout, moi j'ai tout de suite été très attirée par tout ce qui était les spécialités de développement rural. Et notamment de développement rural dans les pays du Sud. Donc avec des problématiques beaucoup de villages isolés, déconnectés des réseaux, aussi bien d'énergie que de communication, que des réseaux de marché traditionnels, etc. Donc j'ai fait mes spécialisations plutôt dans ces thématiques-là. Donc ça, ce qui m'a permis de commencer en fait à partir à l'étranger, puisque je suis partie à l'étranger très tard en fait. Je n'ai pas du tout eu une adolescence avec des parents qui voyageaient, etc. Donc moi je me suis découverte voyageuse vraiment à l'âge adulte. C'est les problématiques du Sud qui t'ont donné envie du coup de bouger à l'étranger? Je pense qu'aujourd'hui, ça serait... Je sais pas vraiment si j'aurais pas une tendance à réécrire l'histoire, mais peut-être que... Oui, il y avait sûrement de ça, mais c'était aussi l'exotisme culturel qui m'attirait beaucoup. Donc, est-ce que c'était vraiment les problématiques exactement de développement rural ou simplement le fait de vouloir rencontrer d'autres cultures, d'autres types de modèles de société? Aujourd'hui, je pense que je saurais pas exactement faire la différence. À l'époque, j'étais surtout extrêmement enthousiaste à l'idée de vivre à l'étranger. Et vraiment de vivre à l'étranger. Pas tellement de voyager, mais de vivre. J'ai toujours fait cette distinction qui pour moi est assez fondamentale dans l'expérience de l'étranger. Ce sont deux expériences que j'apprécie mais qui sont très différentes. Et donc du coup, par mes études et mes choix de spécialisation, j'ai eu l'occasion donc de voyager et de me
d'approfondir le développement rural. Donc je suis partie notamment au Laos pendant 6 mois. Okay. C'était en quelle année ? C'était en 2010. Et là-bas, je travaillais pour le Bureau des Nations Unies de la FAO, donc l'organisme qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation au sein des Nations Unies. Et je travaillais plus spécifiquement sur un projet sur la culture, l'élevage en fait, des insectes comestibles. Okay. Qui est une pratique très traditionnelle au Laos, et donc de comment fortifier cette pratique traditionnelle pour des raisons nutritives et pour des raisons économiques pour des petits producteurs locaux laotiens. Donc du coup, c'est pendant cette expérience au Laos que j'ai eu l'occasion de découvrir l'impact des problématiques énergétiques sur le développement rural et l'importance fondamentale de l'accès à l'énergie sur tous les types de sujets qui peuvent se présenter pour des communautés isolées, et notamment sur les sujets agricoles. Et donc à quel point une transformation des accès à l'énergie a un impact bouleverse tous les autres types de projets, que ce soit des projets agricoles, sociaux, de développement économique. Et ça m'a donné envie de me spécialiser dans l'accès à l'énergie pour les zones rurales isolées. Là, à ce moment-là, tu es encore dans tes études ? Oui. Okay. À ce moment-là, je suis encore dans mes études et du coup, j'ai l'opportunité de faire ma dernière année d'ingénieur agronome en double diplôme avec l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui a un master en énergie sur toutes les problématiques énergie en fait. C'est un master assez large qui regroupe toutes les problématiques des différentes sources d'énergie, types d'énergie, accès à l'énergie, pas du tout spécifique sur le développement durable, mais qui du coup permet d'avoir un bagage sur la question énergétique. Et à la suite de ce master, j'ai fait mon stage de fin d'études qui s'est transformé par la suite en VIE chez Schneider Electric dans leur projet d'accès à l'énergie pour les populations isolées dans les pays du Sud, qui s'appelle toujours Bip-Bop. Okay. Et donc, j'ai passé pratiquement 2 ans au Sénégal, où je travaillais sur ces problématiques. Et donc, sur des projets de développement rural, mais via l'aspect énergie. Et donc, à la suite de cette expérience, je suis rentrée en France, à Paris, pour quelques mois. J'ai travaillé dans un fonds d'investissement qui utilisait notamment la finance carbone et les finances de grands groupes pour gérer des projets de restauration environnementale et de développement rural, toujours dans les pays du Sud. Et à la suite de ça, avec mon mari, nous sommes partis au Brésil, où j'avais également eu l'occasion de faire un semestre d'études quelques années auparavant, à São Paulo. Donc tout ton parcours, il est du coup basé, il y a quand même un gros focus sur le Sud, plus particulièrement. Tout à l'heure, on parlait un peu de l'exotisme, on va dire, du Sud. Au bout de ces différentes années, commençant par Laos, puis en allant au Sénégal, puis en arrivant sur le Brésil, est-ce que tu as changé de mindset ? Du coup, oui, avec le recul aujourd'hui, je vois quand même une évolution réelle de mon appréhension de l'impact que je pouvais avoir dans les pays dans lesquels j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Et réellement, surtout après mon expérience au Sénégal, j'ai eu l'impression de devoir me rapprocher au sein de mon milieu professionnel de projets qui étaient plus en lien avec une culture plus proche de notre culture européenne pour gagner en légitimité. Parce que j'ai trouvé que malheureusement, dans les structures dans lesquelles j'ai évolué, le fait d'être française pour un certain type de projet, de développement dans un certain type de structure, souffrait d'un manque de légitimité culturelle et envers le pays dans lequel je développais ces projets. Donc en fait, donc je suis rentrée en France, j'avais une vraie envie de m'impliquer en France. Et puis finalement, la vie étant ce qu'elle est, on est 2 dans un couple. Donc moi, mon mari avait très envie de retourner vivre en Amérique du Sud où il avait déjà vécu. Moi, j'avais eu la chance de faire une partie de mes études, d'avoir passé 6 mois à São Paulo déjà.
Et donc, quand une opportunité s'est présentée en local pour lui, on s'est dit que c'était l'occasion et qu'on allait vivre tous les deux au Brésil, où je me sentais un petit peu plus sereine par rapport à cette question de la légitimité, parce que je connaissais déjà un petit peu plus la culture pour y avoir passé un semestre, et je savais qu'elle était beaucoup plus proche de notre société occidentale que pouvaient l'être mes expériences précédentes au Sénégal et au Laos. Donc je me sentais plus confiante dans l'idée de m'insérer dans un projet qui ferait sens et dans lequel je me sentirais légitime. Et donc quand tu es arrivé au Brésil, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on est arrivé au Brésil en 2015. Donc ça n'a l'air de rien aujourd'hui puisque le Brésil est à nouveau dans une sombre crise économique, mais à l'époque 2015 était vraiment une très 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 difficile année. Le Brésil s'enfonçait dans une crise qui avait débuté précédemment, mais qui était aussi bien une crise économique que politique, avec notamment la destitution de la présidente et tout l'imbroglio politico-judiciaire qu'il y a eu autour de cela pendant cette période, et qui était en fait aussi une résultante d'une crise économique très dure pour les Brésiliens, avec une très forte augmentation du chômage, une très grande désaccélération de l'économie. Et donc dans ce contexte-là, notre arrivée a été assez compliquée, puisque donc mon mari avait un travail en local, et moi je savais que ce serait difficile, mais j'imaginais quand même pouvoir m'insérer dans un projet de développement durable, grâce notamment à mon parcours universitaire au Brésil en local. Et il se trouve que ça n'a pas du tout été le cas. C'était une période de forte réduction des équipes sur ces sujets-là, puisque en temps de crise, c'est souvent le développement durable qui en pâtit en premier. Et donc du coup, à l'issue d'un an de recherche infructueuse d'un projet qui m'aurait correspondu, j'ai rencontré mon associé sur place, et on s'est dit que en fait c'était le bon moment, vu les circonstances économiques difficiles, pour consacrer du temps à monter notre propre projet et notre propre entreprise. Et c'est comme ça qu'est née Timirim. Ok, elle aussi française ? Alors elle aussi française par un pur hasard, et mariée à un Brésilien, maman d'un petit Brésilien. Elle avait un bébé de 9 mois à l'époque, donc très insérée à São Paulo, où elle résidait depuis plusieurs années. Peux-tu nous présenter Timirim maintenant ? Timirim, pour résumer rapidement, donc c'est une entreprise qui crée et produit des vêtements en coton biologique de manière durable et éthique, selon une chaîne de production transparente que l'on gère depuis la production du coton chez de petits agriculteurs jusqu'à la confection et à l'emballage final des pièces. Donc on a vraiment un regard sur toutes les étapes de transformation de la matière première et de réalisation du vêtement jusqu'à la vente. Et comment s'est passée la création de l'entreprise ? En fait, la création de Timirim, c'est d'abord une histoire d'opportunité et de rencontre. Ça paraît très bateau comme ça, mais c'est souvent comme ça que ça commence. Donc moi, j'étais en recherche d'un poste qui correspondait à mon parcours et à mes valeurs et à mes envies. Et je n'en trouvais pas, et donc j'ai rencontré mon associée, qui elle-même était à ce moment-là en recherche de poste. Elle avait quitté une grosse boîte de conseil parce que ça ne lui correspondait pas du tout. Sa dernière mission consistait à licencier des gens dans une usine, donc ça avait été assez compliqué, donc grosse remise en question. Et en fait, on s'est rencontrés et on s'est très vite dit que c'était l'occasion, cette crise économique et ce moment un petit peu compliqué, de prendre le temps de monter notre propre structure et de créer notre entreprise de la façon dont nous voulions voir une entreprise être créée au Brésil. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a créé une marque de vêtements pour bébés ? Ça a été une conjoncture du marché, de réellement percevoir par notre propre expérience qu'il y avait un vrai manque dans l'offre de produits pour bébés de qualité, et notamment sur cet aspect biologique, de coton biologique, qui est très classique aujourd'hui comme référence en Europe ou aux États-Unis, mais qui est
très très difficile à trouver au Brésil. Et nos recherches initiales qui nous ont très vite démontré qu'il y avait effectivement un marché important à prendre. Et donc en fait, pour nous, la condition sine qua non, c'était que l'entreprise devait être basée sur de la matière première qui était une fibre naturelle biologique, donc dans le cas de vêtements pour bébé, du coton, et sur une chaîne de production totalement transparente. Et pourquoi être allé de tes anciennes expériences sur l'énergie jusqu'à maintenant la création d'une entreprise de retail? Aucune de nous deux n'avait spécialement d'intérêt pour la mode ou ce secteur initialement. Mais ce qu'on aimait dans ce secteur, c'est que c'est un secteur de consommation pour le consommateur final qui permet d'informer sur de très nombreuses étapes de fabrication qui vont d'étapes industrielles, qui vont être par exemple la teinture ou le fait de créer le tissu à partir du fil, que des étapes qui impliquent énormément de personnes, notamment au niveau des champs avec les producteurs de coton, et à la fin au niveau de la confection avec les couturières. Je le mets au féminin parce que c'est principalement des femmes, mais donc avec le milieu de la couture. Et tout au long de ces étapes de transformation, il y a énormément d'enjeux aussi bien écologiques que sociaux. On va revenir sur les premières étapes en commençant avant ça sur le produit, le coton biologique. C'est un peu plus courant maintenant, mais on en voit de plus en plus en Europe et j'imagine au Brésil. Plus concrètement, c'est quoi l'impact du coton conventionnel sur la planète ? C'est une culture extrêmement agressive. Notamment parce que pour avoir de très hauts rendements et pour faciliter la récolte, globalement, on est sur des surfaces qui doivent être très ensoleillées. On est sur des champs de dimensions difficilement imaginables, et particulièrement dans des pays comme le Brésil. Le Brésil, aujourd'hui, c'est le 4e producteur mondial de coton. Et il a quasiment pas de production de coton biologique sur son sol. Et donc, voilà. Donc, c'est une grosse problématique d'intrants chimiques, de pesticides, et en parallèle d'utilisation d'eau. Puisque, comme c'est une plante qui a besoin d'énormément de soleil et d'eau, en fait, au lieu de la concentrer, comme ça se fait pour le coton biologique, dans des zones qui ont ces deux éléments, pour faire du rendement, ce qu'ils font au Brésil, c'est qu'ils la font en rotation avec du soja dans des endroits qui sont extrêmement ensoleillés, mais beaucoup plus désertiques, et ils irriguent. Donc ils irriguent énormément. Donc ça consomme énormément d'eau, au-delà du reste. Ok. Oui, donc c'est un vrai impact global en fait. Ça a un vrai impact global, et ça, par rapport à ce que tu évoquais sur l'aspect sociétal, du fait qu'on trouve plus de coton biologique aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, c'est vrai, mais c'est d'autant plus vrai dans le bébé. En fait, dans le vêtement bébé, ça fait plus longtemps que le coton biologique est devenu une norme, notamment parce que, comme il s'agit de tissus qui sont en contact avec la peau de nouveau-né, les normes de résidus chimiques sont beaucoup plus strictes. Et donc, il y a eu un intérêt pour les fibres textiles biologiques bien plus tôt que pour de l'habillement adulte. Okay. Donc là, tu as parlé de 3 phases. D'abord en parlant du coup de la partie teinture, si je me trompe pas. C'est quoi du coup le différenciateur de Timirim là-dessus, et est-ce que tu peux nous partager par rapport à le retail un peu classique ? Alors en fait, il y a beaucoup de phases. Si je devais effectivement diviser la production d'un vêtement, j'irais presque jusqu'à 12 phases, assez simplement. Mais parmi les phases qu'on cite souvent comme les plus polluantes, donc il y a la culture du coton. Ensuite, effectivement, la phase qui transforme le coton en fil, c'est du process mécanique, donc c'est très peu polluant. La phase qui transforme le fil en tissu, c'est également une machine, c'est très mécanique, donc c'est très peu polluant. Et ensuite, on a la phase de ce qu'on appelle, alors je connais pas bien le terme en français parce que c'est un peu technique, mais la finition en fait du tissu, où là on passe par des lavages à haute température. Et dans le cas de la teinture, on a une grosse problématique de pollution des eaux, et notamment de pollution d'eau douce et via les rejets.
et les produits utilisés. Donc en fait, ce sont les deux principaux impacts de la teinture. Les rejets chimiques dus aux produits utilisés et la pollution des cours d'eau ou des nappes aux alentours des usines avec un non-traitement des eaux usées. Donc en fait, ce qu'on peut garantir aujourd'hui, c'est évidemment au maximum d'éviter d'avoir besoin de teinter le tissu. Donc c'est ce que nous on a fait jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui on développe aussi des gammes de tissus teintés qui correspondent à des produits chimiques non agressifs, donc qui sont tous à base d'eau, qui évitent l'usage de métaux lourds, ce qui était très traditionnel dans ce secteur de l'encre. Donc aujourd'hui il y a une réelle avancée sur les composants pour essayer d'éviter au maximum d'avoir des composants agressifs. Donc il existe aussi des certifications pour ces produits-là. Donc nous, en l'occurrence, c'est une certification Ecotex qui est également très valorisée dans le bébé, puisque pour les mêmes raisons que pour le coton bio, l'objectif c'est que dans le tissu final, il n'y ait aucune présence d'éléments allergisants ou agressifs ou chimiques. Et vois-tu une amélioration sur les industriels ? Les industriels de ce secteur sont de plus en plus contraints aujourd'hui à mettre aux normes leurs installations et notamment à mettre en place leur propre station d'épuration sur site pour éviter le rejet de tout effluent pollué de leurs usines. Donc ce n'est malheureusement pas le cas de tous les producteurs de textiles teints, mais heureusement c'est quand même une pratique qui progresse. Je vais revenir du coup sur les autres parties. Donc là on a parlé de la teinture, en parlant également maintenant des producteurs de coton. T'en parlais auparavant, est-ce que tu peux m'en dire plus ? La problématique du producteur de coton, elle est très vaste, notamment sur ce type d'agriculture spécifique qu'est le coton. Donc nous, on travaille avec des producteurs de coton, ce qu'on appelle l'agriculture familiale. Donc c'est des petits producteurs qui sont propriétaires de leur terre et qui ont choisi de faire du coton biologique, notamment pour une raison économique, parce que c'est mieux payé et donc c'est plus rémunérateur. Et donc ça compense la difficulté de produire ce coton de façon biologique. Il est cueilli à la main, c'est tout un process. Et en fait, les problématiques autour de l'agriculteur, elles sont multiples. Elles sont aussi bien sur la rémunération, donc une rémunération qui lui permet de vivre de sa production, que sur un aspect santé, puisque évidemment les agriculteurs sont les premiers impactés par l'usage d'intrants chimiques et de pesticides à outrance, parfois au-delà même de l'impact des produits. Le mauvais usage des produits entraîne des conséquences sur la santé qui peuvent être dramatiques, que des problématiques qui vont jusqu'au surendettement en fait, parce que sur les producteurs de coton on a des spirales de surendettement dans le coton conventionnel, qui est que comme le coton conventionnel classique est un coton OGM, en fait l'achat des graines doit être refait chaque année, et donc comme c'est une culture très mal rémunérée, en fait le coût de production n'est pas couvert par la rémunération de la récolte, et donc en fait on se retrouve avec des petits producteurs qui se retrouvent surendettés au point que quand ils atteignent un certain stade d'endettement auprès de grandes firmes de semences, qui sont également les firmes évidemment d'intrants chimiques, puisque les semences sont faites pour aller avec certains types d'intrants chimiques, en fait ces grandes entreprises récupèrent les terres en dédommagement de la dette. Okay. Donc il y a une problématique de l'usage de la terre et de la propriété de la terre qui intervient également dans cette culture en particulier, dans d'autres cultures, mais notamment dans la culture du coton. Est-ce que tu vois un mouvement justement vers le coton biologique ? Au vu de ce que tu nous dis, on a l'impression qu'on serait limite bête de pas y aller. Ah oui, non, il y a un mouvement, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement des industriels et un mouvement du consommateur qui va vers plus de coton bio, mais il y a une problématique des industriels aujourd'hui qui est que le coton biologique, il est plus demandeur en main d'œuvre et en temps, et il est plus difficile
à produire, puisqu'en fait, pour éviter l'usage des intrants chimiques, de l'irrigation à outrance, il faut se restreindre à certaines zones qui se prêtent réellement à la culture du coton, et c'est pas évident. Et donc en fait, par exemple, les 2 plus gros acheteurs de coton biologique aujourd'hui dans le monde, c'est C&A et H&M. Donc ce sont de très grosses enseignes qui produisent énormément. Et elles se heurtent à un problème d'offre, qui est qu'elles demandent des quantités tellement énormes qu'en fait les producteurs ne peuvent pas suivre selon les protocoles de coton biologique. Donc ces marques et ces gros groupes travaillent via leur fondation aussi à une certaine structuration de la filière, mais en parallèle, ce qui s'est développé finalement, c'est une espèce d'offre de moyen terme, ce qu'on appelle les cotons plus durables, qui ne sont pas des cotons biologiques, mais qui se veulent des cotons avec moins d'usage d'intrants chimiques et moins d'usage d'irrigation. Donc en fait, c'est un peu le ventre mou de tout ça, c'est la solution tiède. C'est pas une vraie solution, dans le sens où ces cotons-là ont quand même de nombreux impacts, aussi bien environnementaux que sociaux. Ça ne résout pas tout, mais ça résout une partie des impacts négatifs du coton conventionnel très traditionnel. Donc en fait, la grosse partie, en termes de volume, la grosse production aujourd'hui se fait dans ce qu'on appelle les cotons durables. Et il y a un gros marché et un très fort développement de la demande pour ce genre de production. L'un des problèmes qui se pose dans le coton biologique, au-delà du fait que l'offre a du mal à répondre à la demande, c'est que l'offre a du mal à répondre à la demande au prix que voudrait la demande. Et donc on se retrouve avec quand même des cotons biologiques qui sont plutôt au final destinés à des marchés de niche, d'habillement à forte valeur ajoutée. C'est quoi la différence de prix entre un coton classique industriel et un coton biologique ? Juste pour avoir un ordre d'idée. C'est terrible, mais aujourd'hui je ne saurais même pas le dire puisque je n'ai jamais acheté de coton conventionnel. Mais pour un ordre de grandeur, je dirais, c'est au moins aux producteurs valorisé aux alentours de 50% plus que du coton traditionnel. Là, je parle vraiment de la matière première brute, c'est-à-dire la plume de coton une fois qu'elle est cueillie. Je voudrais en venir sur la dernière étape du processus et donc sur les couturières. Est-ce que ce sont des couturières au Brésil ? Oui, alors Timirim a été créé pour être une marque brésilienne. Le but c'était d'être 100% brésilien. Enfin, l'objectif c'était justement de produire pour le marché national un produit national. Donc avec une identité brésilienne très forte, on ne travaille qu'avec des artistes nationaux pour faire nos imprimés. L'idée était réellement de combler ce manque d'un produit brésilien de qualité. Et en fait, la partie finale, qui est la partie des couturières, elle est très intéressante dans le textile, puisque aujourd'hui, on ne sait pas s'affranchir d'une couturière ou d'un couturier. On ne sait pas s'affranchir de la personne qui va passer la pièce devant la tête de la machine à coudre. Donc aucune machine n'est capable de faire toute seule un vêtement. Ou alors extrêmement basique, et vu la complexité aujourd'hui de ce qui est offert dans le milieu du textile, on a dans tous les cas de la main-d'œuvre peu qualifiée en fin de chaîne. Puisque là, en fait, là, on parle vraiment en nombre de personnes, c'est énormément de personnes, et ça reste de la main-d'œuvre peu qualifiée. C'est une main-d'œuvre compétente dans un secteur particulier, technique, mais peu qualifiée. Et donc, avec tous les problèmes d'abus, et notamment d'esclavage moderne, qui ont été révélés au grand public à travers de nombreux scandales dans ces dernières années, et qui sont malheureusement plus fréquents dans le textile que dans d'autres secteurs. Et donc ça a été un vrai défi, en fait, de réussir à trouver un atelier de confection qui déclare toutes ces couturières, qui les paye plus que le SMIC et la moyenne du secteur, et qui garantissent des conditions de travail et d'accompagnement du salarié qui soient ce que l'on considère de bonnes conditions. Donc pas seulement les conditions minimales légales, mais réellement des conditions décentes pour, en l'occurrence, nous, ce ne sont que des femmes, mais il y a aussi des hommes. Le problème de ce secteur, c'est que c'est un secteur très informel. Donc en fait, les abus viennent aussi de cette informalité. C'est-à-dire que l'informalité, elle n'est pas toujours subie. Il y a des couturiers et des couturières qui choisissent d'être informels parce qu'ils ont plus de flexibilité dans leur organisation, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui subissent l'informalité, notamment des travailleurs émigrés d'autres pays d'Amérique du Sud, comme la Bolivie,
qui vont finir par travailler dans des garages ou des sous-sols pendant 17 heures par jour en recevant un salaire de misère et dans des conditions absolument exécrables. Et c'est assez difficile de garantir qu'à aucun moment dans une chaîne de production, certaines pièces ne passent par ces personnes-là, puisqu'il y a beaucoup de chaînes de sous-traitance. Et c'est la sous-traitance en fait qui crée l'opacité et qui crée la dérive. Puisque les marques au départ, aucune marque ne veut ça. Sauf que les marques sous-traitent à des sous-traitants qui eux-mêmes contractuellement présentent une équipe et qui en fait en sous-main vont en utiliser une autre. Donc il y avait un gros travail justement pour aller double-checker. D'identification. Ouais. Ça a été le plus gros travail. De toute la chaîne de production, d'identification de nos partenaires pour la transformation, c'est la confection qui nous a demandé le plus de travail, qui a été la plus difficile à identifier. Tu parlais de l'ambition de Timirim, c'est du coup de faire des vêtements au Brésil pour les Brésiliens ou une partie de l'Amérique du Sud, j'imagine, pour le Brésil. On parle beaucoup du coup d'agriculture locale. Est-ce que tu penses que le futur, c'est du retail local ? Alors, vaste question. En fait, je pense que ça dépend de plein de choses. Je pense que le futur, c'est de transformer au maximum les matières premières et de leur ajouter la valeur ajoutée en local, autant que possible. Après, on ne pourra jamais s'affranchir d'échanges et on ne doit pas en arriver à des extrémismes du tout local, tout national, sachant qu'en plus, c'est très difficile de faire la part des choses entre le national et le local, puisque parfois le local est plutôt international que national, notamment dans des pays qui ont la taille d'un pays comme le Brésil, où finalement on est parfois plus proche de l'étranger que d'un autre État du même Brésil. Donc je pense que la vraie réflexion, elle doit se faire sur tout ce qui peut être fait en local devrait l'être. Là-dessus, je peux ajouter une composante Brésil, justement, puisque mon expérience est plutôt au Brésil. Je pense que c'est malheureusement l'un des constats assez dramatiques de la crise économique au Brésil aujourd'hui, même si de nouveau je ne suis pas spécialiste. C'est que l'une des caractéristiques du Brésil, c'est que c'est un pays qui s'est énormément appuyé sur son exportation de matières premières, avec des propriétaires terriens extrêmement riches et extrêmement puissants, qui possèdent des terres sur des hectares et des dizaines de milliers d'hectares. C'est des échelles difficilement imaginables pour nous, Européens. Et en fait, la matière première brute était déjà une telle manne financière qu'à aucun moment il n'y a eu d'accentuation de politique vers une transformation pour plus de valeur ajoutée. Donc en fait, le Brésil est un pays exportateur de matières premières brutes. Et aujourd'hui, quand les exportations de matières premières brutes diminuent, notamment parce que la demande de la Chine, qui est un gros partenaire commercial, diminue, ou que les cours des matières premières s'effondrent, le Brésil est directement impacté parce qu'il n'a quasiment aucune industrie de la transformation qui crée de la valeur ajoutée et qui lui permettrait de s'en sortir un peu mieux et d'être moins sensible à ces aléas. Donc la question de la transformation en local, elle est d'autant plus sensible au Brésil. Et c'est triste dans le secteur du textile, dans le sens où il y avait une industrie du textile beaucoup plus forte il y a encore quelques décennies et qui a quasiment disparu au profit de l'importation de produits asiatiques notamment. Très bien, du coup merci pour ton retour Ninon. Je voudrais maintenant se focus un peu plus sur le Brésil et sur la situation écologique du pays. Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus ? Donc, alors de nouveau, c'est mon humble point de vue. Je ne suis pas spécialiste. Je me défends bien d'avoir compris toute la complexité de ce sujet, notamment dans un pays aussi vaste et différent que le Brésil peut l'être. Mais pour revenir un petit peu sur ce que je disais précédemment et qui fait un petit peu suite, c'est que le Brésil n'a pas pris le virage d'une production plus durable. C'est un réel choix politique et il n'y a aucune politique qui soit incitative pour une agriculture ou des productions plus soutenables, plus écologiques.
Notamment si on prend des pays voisins comme le Pérou ou l'Équateur qui ont des politiques beaucoup plus ambitieuses sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est un constat. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'évolution sur cette question-là. Au niveau politique, avec le président actuellement au pouvoir, Jair Bolsonaro, qui n'a absolument aucune envie de pousser une production plus écologique et qui est ouvertement contre tout type de protection de l'environnement au profit d'un bénéfice économique extrêmement court-termiste. Donc là, on voit plutôt un recul en termes de politique qu'une avancée sur toutes ces questions-là, ce qui est extrêmement déprimant, notamment pour les acteurs du secteur qui existent, qui quand même se battent dans ce domaine. Donc heureusement, le Brésil est quand même un pays libéral, donc le libéralisme a énormément de défauts, mais il a une qualité qui est que au milieu de tout ce qui existe aussi des profils d'entrepreneurs qui ont fait le choix de plus de durabilité, de plus de transparence, et aujourd'hui, ces entreprises ont comme avantage pour elles d'avoir plutôt une bonne presse au niveau des consommateurs, et finalement, c'est plutôt le consommateur qui réellement va pouvoir être un acteur du changement au Brésil, puisque le pouvoir public, lui, n'est absolument pas sur cette ligne. Est-ce que tu vois du coup une évolution de ce profil de consommateur, de cette envie d'aller vers plus de durabilité ? Oui, j'en vois une. J'en vois une depuis des années que j'ai Timirim et que je travaille dans ce domaine. Elle est réelle, même si elle reste microscopique. Sauf qu'une niche microscopique à l'échelle du Brésil, c'est déjà une très grosse niche. Donc c'est déjà un marché porteur pour des entreprises à une échelle comme la mienne, et même au-delà. Nous, avec Timirim, on a encore une bonne marge de progression dans le marché. Il y a un marché très confortable de consommateurs avertis et de plus en plus avertis. Et on en vient à une caractéristique du consommateur brésilien qui, je trouve, est très intéressante et très positive et enthousiasmante, et que globalement, ce consommateur brésilien qui va venir vers nos solutions ou qui va découvrir nos produits ou ces entreprises par divers biais est toujours très intéressé par les contenus et l'information qu'il va en retirer. Donc le consommateur brésilien est très positif sur les améliorations qui peuvent être apportées par les entreprises. Donc c'est à double tranchant, puisqu'il est aussi très sensible au greenwashing. Il suffit de peu pour que le consommateur brésilien ait déjà l'impression qu'on ait fait beaucoup. Mais en contrepartie, il est très moteur pour tous ceux qui essayent de faire quelque chose. Donc le retour du public est toujours excellent et toujours très encourageant. Et est-ce que tes consommateurs sont plutôt urbains ? Alors oui, moi mon marché il est particulièrement paulista, donc de São Paulo, puisque São Paulo est la capitale économique du pays, c'est aussi la plus grosse ville du pays, et c'est aussi la capitale économique de l'Amérique du Sud, et donc c'est la capitale des tendances. Donc dès qu'on parle de tendances de consommation durable, de tendances très urbaines, c'est à São Paulo qu'elles vont naître et qu'elles vont se développer. Et quelle est ta plus grande difficulté de la création jusqu'à maintenant ? Donc en fait, la vraie création de l'entreprise et le lancement du produit, ça a été les 18 premiers mois, où ça a été vraiment l'établissement de la chaîne de fabrication. Donc ça a été le plus grand défi, notamment en termes de temps, mais c'était aussi notre plus grande opportunité. Puisque ce qui se passe, c'est que sur le marché brésilien, il y a énormément de gens qui veulent vendre des produits plus écologiques. Il y a très peu de gens qui ont les épaules et l'envie de s'attaquer à la production en soi. Donc en fait, dès qu'on produit un produit différencié, des gens vont venir vous voir pour vouloir le vendre sur des marketplaces et autres. Mais des gens qui sont capables de se dire vraiment, je vais dédier les mois qui doivent être dédiés à l'élaboration d'un projet aussi transparent, éthique et durable, il y en a très peu. Ce qui fait qu'il y a de la place en fait. Parce que comme peu de gens se lancent sur cette production, en fait, il y a des choses à faire, et c'est ce qui nous a créé aussi l'opportunité de marché. Donc en fait, c'était le défi, mais également la solution pour nous.
Donc c'est ce qui a été le plus, ce qui a consommé le plus de temps. Sinon, aujourd'hui, je dirais que mon plus grand défi, c'est la croissance des ventes. Pas tellement parce qu'elle est difficile, puisqu'elle se fait d'elle-même. En fait, l'entreprise a cru naturellement depuis sa création, mais plus parce que c'est la compétence qui est la plus éloignée de mon profil personnel. Et donc, c'est celle sur laquelle j'ai le plus de mal d'avoir, je pense, un regard affûté comme l'aurait quelqu'un de spécialisé dans les ventes ou la partie commerciale et qui aurait dont l'énergie professionnelle viendrait de là. Puisque moi, mon énergie professionnelle, elle vient de la production, de la matière première, de l'histoire qu'il y a derrière les pièces. Donc c'est aussi ce qu'on vend. Enfin, le produit se vend par son histoire. Donc c'est vachement important d'avoir cette partie histoire et vision à donner et à communiquer du coup aux consommateurs. C'est ça pour toi le différenciant de Timirim qui fait son succès en tout cas C'est son différentiel et en fait c'est son origine. L'entreprise est née sur cette base de vouloir raconter l'histoire derrière les pièces et l'histoire des gens qui fabriquent ces pièces. Et donc elle est essentielle. Et le produit c'est presque le moyen mais pas la fin. Est-ce que tu penses qu'il est différent de lancer son entreprise en France et au Brésil ? Alors oui, je pense que c'est très différent. C'est très différent sur plusieurs aspects. La première chose, c'est que il n'y a pas d'aide au Brésil. Donc on n'a pas la possibilité de demander son chômage pour monter une entreprise, on n'a pas la possibilité d'obtenir certains petits crédits à taux zéro pour monter son entreprise, on n'a pas la possibilité, enfin toutes ces aides qui semblent assez insignifiantes et déjà faibles en France sont en fait énormes par rapport au rien auquel on a accès là-bas. Mais en revanche, moi j'y ai vu un vrai plus par rapport à ce je pense que j'aurais trouvé ici. Et en fait, ce plus, il rejoint un petit peu ce que j'expliquais sur le public brésilien. Ce sont les gens, en fait. Le vrai atout pour l'entreprise, pour créer son entreprise au Brésil et pour entreprendre au Brésil, et le vrai atout pour vivre au Brésil, de manière générale, ce sont les Brésiliens. On a beaucoup de clichés en France qui sont basés sur des réalités, sur les énormes inégalités sociales notamment, qui sont tout à fait réelles, qui sont dramatiques et très difficiles à vivre au quotidien pour les plus pauvres qui n'ont quasiment aucune possibilité d'ascension sociale. Mais en fait, on passe complètement à côté de la richesse de la culture brésilienne et de la personnalité des Brésiliens, qui est extrêmement chaleureuse et extrêmement enthousiaste. Donc ils ont une propension à l'enthousiasme qui vise parfois le ridicule, où en tant que Français on a envie d'être cynique et envie de dire que non mais là vraiment ils en font trop, ou qu'il faudrait aussi revenir un peu, avoir les pieds sur terre et réaliser que la situation est très critiquable et que tout n'est pas rose. Mais en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est fondamental. C'est un moteur énorme. Et c'est un moteur, je pense, finalement bien plus puissant que d'avoir accès à quelques milliers d'euros d'aide. Et en fait, dans l'équilibre, je pense que ça nous a beaucoup plus aidé au moment de surmonter les obstacles et toutes les difficultés qu'on a rencontrées au cours surtout des 18 mois d'élaboration du produit, de rencontrer que toutes les personnes auxquelles on s'adressait soient accessibles et enthousiastes. C'est-à-dire que pas seulement nos amis ou le public ou les gens à qui on parlait du projet, mais en fait, au Brésil, on peut quasiment contacter n'importe qui sur LinkedIn sur un sujet précis et lui dire voilà, moi j'ai besoin de fabriquer un vêtement, je ne sais pas du tout comment ça se passe, est-ce que je peux venir visiter ton industrie ? Et oui, on va pouvoir visiter une industrie. Et oui, la personne va prendre le temps de prendre un café et quasiment toujours, tout le monde est libre pour un café, pour un déjeuner, pour parler, pour échanger, pour donner des conseils. Donc en fait, ça a un effet paradoxal qui est que c'est une économie et ce sont des succès qui sont basés sur le réseau. Donc les entrepreneurs brésiliens partent avec un avantage puisqu'ils ont leur propre réseau d'origine que nous n'avions pas. Mais c'est aussi du coup une société très ouverte à l'échange
et au partage de connaissances. Ça a été c'est l'élément que je cite comme le différentiel le plus intéressant en plus de l'expérience d'entrepreneuriat au Brésil. C'est ce qui fait tout l'intérêt de l'entrepreneuriat au Brésil pour moi par rapport à une expérience d'entreprise en Europe. Toi, l'élément déclencheur, il a été du coup basé sur pas mal de points, mais pour toi, c'est quoi ce qui permettrait de faire tilt un peu aux personnes qui pourraient nous écouter pour justement passer outre ces difficultés-là et sauter dans le grand bain? C'est très difficile de répondre à cette question parce que moi, j'ai pas du tout un profil d'entrepreneur à la base. J'ai vraiment un profil de gestion de projet, donc je n'aurais jamais entrepris seule, par exemple. Je pense que vraiment, Timirim est né de notre rencontre avec Julie et du contexte, et ça a été une rencontre, un moment, une idée, et de se dire ok, en fait, c'est en entreprenant qu'on va pouvoir gérer un projet qui nous ressemble. C'était presque plus comme ça que j'ai des amis qui ont des profils entrepreneurs, qui se lèvent le matin avec des idées d'entreprise et qui ont envie de créer des entreprises. Et moi, ça n'a jamais été mon moteur. Moi, j'ai toujours eu envie de gérer des projets qui avaient de la valeur et de créer de la valeur pour des gens, mais pas d'entreprise en soi. Donc j'aurais du mal je pense que c'est vraiment une question de contexte, de rencontre et d'envie. Et je pense que ça veut dire, pour moi, il faut pas se forcer. Donc je pense que le côté j'ai envie d'entreprendre et donc je vais chercher pas le premier, mais je vais chercher une idée parce que j'ai très 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 envie d'entreprendre, ça c'est pas du tout la façon dont moi je suis arrivée à l'entrepreneuriat en fait. Donc ça marche peut-être pour certains, mais moi j'ai beaucoup de mal à envisager ça. Moi ça a été plus la question de ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quels sont les projets que j'ai envie de gérer, quelles sont les valeurs avec lesquelles j'ai envie de travailler au quotidien et quelles sont les valeurs pour lesquelles j'ai envie de pouvoir choisir les ressources que je vais pouvoir dédier à ces projets. Et en fait, c'est de là qu'est partie l'idée d'entreprendre. C'est de dire, en fait, je veux pouvoir être maîtresse de ce choix des ressources à dédier. Aurais-tu des conseils à donner en termes de contenu pour se développer justement sur ces sujets ? Alors, c'est une question difficile parce que j'ai pas en tête de livre ou de contenu spécifique. Et je pense que la vraie façon d'être, pour moi, de vivre l'écologie, c'est de rester ouvert et de rester sensible au monde qui nous entoure et à ce qui nous touche. Et on n'est pas tous touchés par les mêmes choses. Et on ne peut pas être touché par tout. Parce que, en fait, ça devient invivable. Et du coup, je pense que c'est plus une question de rester honnête à soi-même et de rester ouvert à ce qui de temps en temps nous titille et nous questionne. Ou voilà, de parfois prendre le temps de réfléchir à ce qui nous touche chacun et de travailler à partir de ça en fait. Et de pas essayer de copier ce qui touche l'autre. Je te propose d'en rester là, si ça te va. Je te remercie encore pour ton temps aujourd'hui, Ninon. Comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut, je sais pas, travailler avec Timirim, faire un stage au sein de Timirim? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, merci à toi d'être venu jusqu'à moi et donc désolée pour les quelques petits bruits de bébé en sourdine. Donc pour me contacter, c'est très simple. Donc vous pouvez me contacter soit sur mon LinkedIn ou par mail à ninon@timirim.com. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.